Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire donc dédié aux initiatives sportives en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc ce matin, nous avons déjà eu une session qui concernait le terrestre, le nautique, les eaux intérieures. Donc, et cette session-là va être dédiée donc au sport nautique marin. Donc avant tout, les micros et caméras là, sont activés uniquement pour les présentateurs et présentatrices. La fonction conversation est disponible pour vous permettre de poser vos questions et ce webinaire sera enregistré et disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube et sur notre site web avec les présentations et voilà les éventuelles ressources. Donc je suis Frédéric Tomczak, je suis chargé de mission information et communication au pôle ressources nationales sport de nature. Donc, qui est une mission nationale d'expertise pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du ministère chargé des sports. Nous aidons les acteurs publics et privés à la prise de décision. Nous les outillons en matière de connaissances, d'information et de données d'observation. Et enfin, nous animons un réseau composé d'agentes et d'agents des services déconcentrés du ministère, des fédérations sportives, des collectivités territoriales, sur cette politique publique qui est partagée. Donc pour animer ce webinaire, je vais passer la parole à Colas Desfontaines, qui est chargé de mission sport nautique et biodiversité. À toi de jouer. Oui, bonjour à tous. Désolé, je ne sais pas si j'avais coupé mon micro tout à l'heure. Bien. Juste une note pour expliquer que donc ce webinaire s'inscrit dans le projet Sport et Biodiversité, dans lequel nous avons donc cette vision d'avoir une pratique sportive intégrée dans son environnement, avec des pratiquants, mais aussi en réalité des encadrants et des structures qui s'impliquent dans la préservation de la biodiversité et qui ne sont pas simplement en train de suivre des règles, entre guillemets. Et je ne vais pas vous détailler le projet, mais juste ayez en tête qu'il y a 5 grands axes, notamment donc l'évaluation de la prise en compte de la biodiversité par ces acteurs, l'accompagnement à l'intégration de ressources de biodiversité dans les formations et les situations d'encadrement, l'éco-responsabilité des pratiquants avec notamment la diffusion des guides de bonne pratique et de tout ce qui existe déjà et ce que tous les partenaires mettent en place. Et ce webinaire particulièrement s'inscrit donc dans les deux derniers axes, c'est-à-dire la reconnaissance des compétences et de l'engagement des pratiquants, mais aussi donc des encadrants et des professionnels. Donc là, c'est pour ça qu'on valorise des initiatives positives. Et bien sûr, l'accompagnement du réseau et le fait de faire vivre ce réseau en rassemblant, comme lors des premières rencontres sport et biodiversité du 1er avril dernier, à la fois le monde du sport et le monde de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on a 5 interventions. En premier, ça va être Dominique Massico pour la FFCK qui va parler donc de Gardiens de la rivière à la mer et de ce projet pour les prochaines années. Puis ensuite, Apolline Abosi pour le parc naturel marin de Mayotte avec la mobilisation citoyenne avec les structures touristiques. Puis donc Céline Ozzy des Glénans pour parler de l'école de mer et notamment du BPGEPS. Ensuite, donc, nous avons Frédéric Dimeclio, le président de la FFE 2SM, pour parler du lien avec les sciences participatives, en quoi ça peut être un atout pour la biodiversité. Et enfin, François Joliveau du comité départemental de voile et de la Somme pour parler de la réutilisation des bateaux épaves. Et du coup, je vais tout de suite laisser la main à Dominique Massico. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée est de vous présenter ce que la fédération a mis en place comme action, à la fois pour valoriser ce que font les structures déjà disséminées un peu sur l'ensemble de notre territoire, et dans le même temps, à mettre en place une sorte de démarche d'amélioration continue. Pour échanger sur les bonnes pratiques qui sont mises en place sur certains sites et voir de quelle manière ils peuvent être partagés sur d'autres sites. Et puis, créer des synergies, que ce soit avec les acteurs locaux de protection de l'environnement ou plus nationaux ou d'autres usagers de nos milieux de pratique. La fédération, pour refaire un balayage rapide, on regroupe aujourd'hui un peu plus de 760 clubs, près de 300 000 licenciés. Et donc, au cours de la précédente Olympiade, il y a eu la volonté
de s'impliquer fortement sur cette démarche d'accompagnement de nos structures. Et donc, on a créé un service dédié qui s'appelle le service aménagement territoire et équipement, dont l'objet, justement, est d'accompagner les structures, que ce soit sur les démarches d'aménagement de sites, mais également les problématiques de gestion de ces sites de pratique, et donc d'en assurer la pérennité. La préservation de l'environnement, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi des engagements qui sont présents de manière claire dans nos statuts, puisque bien entendu la fédération, au sein de nos statuts, est là pour promouvoir, enseigner, organiser, gérer la pratique, mais elle a aussi dans ses statuts le devoir et l'objet de protéger l'environnement et d'inscrire donc nos pratiques de sport à la pagaie dans une structuration durable des territoires, que ces embarcations qui nous permettent d'évoluer sur les milieux aquatiques servent aussi de moyen pour participer à la découverte et à la promotion des patrimoines naturels, et puis que ça soit aussi un support d'éducation à l'environnement, d'amélioration de la connaissance. Donc, ce sont des éléments qu'on a rapidement installés dans nos statuts depuis déjà, je crois, 4 Olympiades. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc près de 300 000 licenciés, sauf que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grosse partie de la pratique qui est directement géré par un secteur marchand qui est assez important, et différentes études estiment qu'il y a à peu près entre 3, alors selon les études, entre 3 et 4 millions de personnes qui chaque année montent au moins une fois dans un bateau. Donc au final, la fédération touche une petite partie de ces pratiquants. Néanmoins, on est là pour essayer d'engager autour de nous, à nos côtés, de plus en plus d'entreprises qui ne proposent que de la location, pour justement avoir cette démarche d'amélioration continue. La prise en compte de l'environnement dans nos milieux de pratique, c'est quelque chose qui est présent dès le début de la formation de nos pagayeurs, puisque donc on a un système de progression, comme c'est indiqué là, donc sur des pagaies couleurs, qui s'appuie sur trois dimensions. La dimension technique pour apprendre à se mouvoir sur le milieu, la dimension sécuritaire pour pouvoir appréhender le milieu en fonction de ses compétences, et puis également la dimension environnement. Donc on a vraiment ces 3 dimensions qui sont là pour accompagner la progression de pagayeur, du niveau pagaie blanche qui est vraiment le niveau découverte jusqu'à l'expertise qui est le niveau pagaie noire. Donc ce programme, on constate que, bien entendu, le changement climatique a un impact direct sur nos milieux de pratique, que ce soit sur les eaux intérieures, mais également sur les eaux maritimes. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que la fédération a mis en place ce réseau pour, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'une part, avoir une radiographie de ce qui se passe au quotidien au sein de nos structures, mais c'est aussi dans cette démarche-là d'amélioration continue, et donc en partageant nos expériences qui peuvent être présentes sur des eaux intérieures très amont, sur des têtes de bassin, peuvent avoir de l'impact, voire de l'intérêt pour des eaux plus aval, voire sur le secteur maritime. Donc en partageant ces connaissances, ces expériences, l'idée c'est d'améliorer notre résilience face aux évolutions de milieu. Donc sur les 700 structures, donc fin 2024, on avait 94 structures qui étaient engagées. À ce jour, on a franchi les 120. Donc voilà, donc un réseau qui s'étend maintenant de manière quasiment autonome, puisque les structures sollicitent la fédération pour y rentrer. La structuration du réseau, donc on essaye d'accompagner principalement quatre grandes thématiques.
c'est être aux côtés des structures pour maintenir l'accès à nos sites de pratique. Donc c'est être confronté aux problématiques d'embâcles qui peuvent survenir à l'issue de crues ou des épisodes de sécheresse qui font que la ripisylve peut avoir tendance à s'effondrer sur les rivières. Donc intervenir en relais ou en accompagnement des structures gestionnaires de milieu. C'est également pouvoir intervenir face à des situations, enfin suite à des situations de crues ou de tempêtes ou autres avec des accumulations de déchets. C'est accompagner l'équipement des sites de pratique pour qu'il n'y ait pas on va dire d'équipement anarchique, qu'on ait de manière un peu équilibrée sur le territoire national, une approche à peu près similaire. Quels que soient les enjeux qui soient présents, donc avoir vraiment une démarche équilibrée par rapport aux autres usagers, de ne pas avoir des prétentions démesurées par rapport aussi à la réalité de la pratique qui peut être présente sur certains sites. Et puis c'est également sensibiliser et éduquer à la protection du milieu aquatique et des littoraux. Donc ça, ce sont des choses qu'on développe de plus en plus, notamment auprès des scolaires ou des centres de loisirs qui passent dans nos structures. Donc là, pas forcément de démarche encore très construite au niveau national sur la production ou la valorisation de guides ou d'outils pour cette sensibilisation. Par contre, on partage les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place sur nos territoires. Alors, on a une mallette environnement qui a été créée par la fédération, mais elle commence à dater un peu, là, une dizaine d'années. Donc, ça fait partie des enjeux qui vont s'ouvrir à nous là pour l'Olympiade qui s'ouvre, d'avoir une mise à jour de cet outil-là, qui était un outil très pratique de fiches qu'on pouvait avoir sur l'eau, avec des jeux, avec des situations qui permettaient d'évoluer et d'appréhender le milieu qui était autour de nous. Voilà, en 2023, donc quelques exemples de collecte de déchets, d'opérations de collecte sur 2 régions, donc étaient Auvergne-Rhône-Alpes et puis la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ce qui s'engage, nous, pour cette Olympiade qui s'ouvre, c'est essayer de s'entourer au mieux avec des compétences externes pour faire fonctionner et puis développer ce réseau. Évidemment, de l'animation, donc on est en train de se rapprocher de structures d'animation, on va dire, traditionnellement beaucoup plus environnementales que nous, pour avoir justement un partage de connaissances, un partage de compétences, que ce soit avec la Ligue de protection des oiseaux ou autres. Donc il y a déjà des régions qui sont engagées dans cette démarche-là. L'idée, c'est vraiment de le porter au niveau national et de le partager. Et puis, voilà, c'est un peu ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est la volonté de communiquer vers l'extérieur, parce qu'on s'est aperçu que finalement, de très nombreuses structures agissaient au niveau local, mais finalement, ne serait-ce qu'au niveau départemental, communiquaient très rarement, encore moins au niveau régional et encore moins au niveau national. Donc l'objet est véritablement de mettre en avant tout ce qui peut être fait au sein de notre réseau, sur tout le territoire national. Et donc voilà, et puis on est en train de structurer tout cela sur le site internet fédéral, donc qui est en pleine restructuration suite aux dernières élections, parce qu'une nouvelle équipe est en place. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Je peux juste vous montrer une carte, si vous le souhaitez, de la répartition du réseau des gardiens. Hop là, qui est ici. Donc une répartition qui est pas uniquement métropolitaine, puisqu'on a également 2 structures qui sont engagées sur la Réunion. Mais pour l'instant, le dynamisme est quand même majoritairement métropolitain, avec des régions qui ont été un peu pilotes dans la démarche, avec notamment l'Île-de-France, où voilà, il faut maintenant commencer à zoomer véritablement pour avoir l'ensemble des structures. Les Hauts-de-France qui sont aussi assez engagés, tout comme la Nouvelle-Aquitaine et puis Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on a des territoires qui aujourd'hui demeurent sous-engagés, notamment la Bretagne, la Normandie, des façades maritimes qui
qui pour l'instant sont un peu en retrait sur l'engagement des eaux intérieures. Mais c'est en cours puisque c'est actuellement au sein des façades maritimes que les questionnements, les interrogations sont les plus fréquentes et les plus riches. Donc voilà très rapidement ce que je pouvais vous présenter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Il y en a justement une dans le chat. Est-ce que la carte est accessible en ligne? Oui, tout à fait. Elle est présente sur le site de la fédération où normalement, si tout est à jour, la mise à jour est en direct. Et j'en profite, j'ai aussi une question. Vous avez un axe de travail sur la continuité écologique, là, le premier axe. Est-ce que dans ce cadre, vous êtes intégré dans des comités, dans des gouvernances locales? Alors, c'est un peu notre enjeu. On essaye d'être présent le plus possible au sein des commissions locales de l'eau ou travailler le plus possible aussi avec les syndicats de rivières. La difficulté principale, c'est que malheureusement, il y a une très grande disparité entre les départements parce que en fait, quand on a des opérateurs qui ont des projets de remettre en service, par exemple, ou de faire des aménagements sur des seuils de moulins, ce sont les directions départementales des territoires et des territoires de la mer qui sont là pour instruire les dossiers. Certains départements nous associent systématiquement et d'autres départements pas du tout. Donc on a cette difficulté-là où donc des collègues du service des sports, du ministère des Sports, travaillent en ce sens pour essayer de faire des liaisons un peu automatiques entre les différents services de l'État. Mais malheureusement, voilà, il y a quand même une grande disparité départementale. Et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que malheureusement, sur certains sites où on a des gros enjeux de pratique, il nous est arrivé d'engager des recours juridiques pour que nos aménagements soient pris en compte, au moins que les enjeux de la pratique soient pris en compte dans les enjeux de transparence. Puisqu'on a eu déjà des projets d'effacement juste sur des plans d'eau sur lesquels il y avait des clubs. Donc, du jour au lendemain, évidemment, le club ne pouvait plus pratiquer. Très bien. Eh bien, merci pour ce retour. Il y a une autre question de Frédéric Dimeglio sur peut-être de détailler un tout petit peu plus ce qui se trouve dans la mallette environnement. Oui, alors ce sont des fiches de situation qu'on a élaborées, alors qui étaient élaborées conjointement avec l'association Le Merlet, mais ça date déjà d'il y a une dizaine d'années. Donc pour identifier de manière, donc dans les premiers niveaux, toutes les espèces végétales qu'on peut croiser spontanément le long des principales ripisylves, d'avoir des jeux d'accompagnement sur l'écoute des oiseaux qui peuvent être présents, de la vie faune, sur des jeux également pour essayer d'associer de manière un peu logique les types de courants qu'on peut avoir avec les types d'invertébrés qu'on peut trouver, etc. etc. Donc c'est vraiment par des approches de jeu d'avoir on va dire des premières billes de lecture ludique pour essayer de se repérer dans notre milieu, de savoir où on se situe et puis quels enjeux peuvent être présents. Par contre, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, les problématiques, notamment d'espèces envahissantes, elles n'étaient pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de thématiques qui aujourd'hui nécessiteraient d'avoir des compléments parce qu'on sait qu'on a là pour le coup, ça fait partie des axes de travail qu'on va sans doute développer assez rapidement. On est sollicité de plus en plus par des clubs qui peuvent être confrontés à des envahissements de renouées ou autres, de renouées du Japon, qui nous disent j'ai tout fauché, etc. Sauf qu'on a des protocoles qu'il faut mettre en place pour pas le disséminer. Et ça fait partie des gros travaux je pense qu'on a devant nous, parce que l'approche, on va dire, de bon sens qui pourrait être utilisée des fois par nos structures peut être contre-intuitive et contre-productive pour la dissémination d'espèces. Donc, on a eu le cas aussi sur des questions pour rincer nos embarcations pour éviter d'embarquer des algues ou autres. Donc, voilà, il y a des choses qui sont sur cette thématique d'espèces envahissantes où on n'est pas encore coordonné. Donc, ça fait partie des axes de travail qu'il faut qu'on développe. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de passer à l'intervention suivante pour rester dans nos délais. Du coup, Apolline, je vais partager, si tu le souhaites, la bonne fenêtre. Elle est ici. Et je te laisse
je te laisse présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis chargée de mobilisation citoyenne au Parc naturel marin de Mayotte. Donc, peut-être très, très rapidement, le Parc marin de Mayotte, on est le plus grand parc marin de France, donc avec 68 000 km². On a beaucoup de biodiversité et d'écosystèmes différents, donc beaucoup de mangroves, 3 types de récifs, des espèces emblématiques aussi, notamment des mammifères marins, qui représentent, on a une diversité assez importante, avec 1/4 de la diversité mondiale de mammifères marins qu'on retrouve à Mayotte. Et donc ça, forcément, ça attire des personnes pour monter des business. Donc en termes de structure touristique, on retrouve les business classiques type club de plongée, club aussi de palmastuba, donc on appelle ici palmastuba mais snorkeling. Et puis des opérateurs touristiques, donc qui ont des journées type, donc qui emmènent des gens en bateau, et il y a vraiment une partie qui est toujours dédiée à la recherche de mammifères marins. Il faut savoir aussi que dans un parc naturel marin, donc on est une aire marine protégée, on a une réglementation qui s'applique, qui est de ne pas approcher à moins de 100 mètres un mammifère marin. Et malheureusement, aujourd'hui, cette réglementation, elle est très peu appliquée par ces opérateurs nautiques. Le parc marin, notre première approche vis-à-vis des structures touristiques, ça a été vraiment de travailler avec ces acteurs-là qui font du whale watching. Et donc, on a essayé de les former, etc., de leur parler de la réglementation, de faire de la sensibilisation sur les pontons auprès des clients. Et puis, on s'est vite rendu compte que le fait d'être un parc marin, donc d'avoir à la fois une partie police, donc on a des inspecteurs de l'environnement qui sont sur l'eau et qui font des contrôles et qui mettent des PV aux opérateurs nautiques lorsque la réglementation n'est pas respectée, et en même temps d'avoir une posture de sensibilisateur, ça posait problème, et on avait vraiment du mal à établir une relation de confiance avec les opérateurs nautiques sur cette question-là. Vraiment sur le whale watching. Donc, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de déléguer la partie whale watching à une association locale qui travaille sur les mammifères marins, et donc qui a pu créer un lien de confiance beaucoup plus fort avec eux sur cette thématique-là. Et notamment en utilisant un moyen de mobilisation qui peut être plus intéressant que des formations classiques, qui est la science participative. Donc, j'ai vu qu'on en reparlera plus tard aussi. L'idée de cette association, c'est de faire monter à bord des bateaux des opérateurs nautiques, du grand public et des bénévoles de l'association, pour réaliser des suivis des mammifères marins. Donc, on récolte des données, on fait de la photo-identification, toujours évidemment en restant à 100 mètres des animaux. Et ça fonctionne bien, parce que du coup, les opérateurs se sentent investis d'une autre manière. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le parc naturel marin, on continue de travailler avec ces opérateurs nautiques, mais plutôt en essayant de pousser la partie naturaliste, observation naturaliste. Donc, faire en sorte que petit à petit, les opérateurs touristiques arrêtent de se tourner vraiment vers la recherche de mammifères marins et travaillent plus sur l'observation de la nature et l'observation de toutes les espèces qu'on peut rencontrer de manière opportuniste et qui finalement sont très diverses et très intéressantes aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau de sciences participatives qui s'appelle le réseau Tiono. Donc, c'est un peu le Hobbes en mer local. Je ne sais pas si, j'imagine que pas mal de personnes ici connaissent ce réseau-là. Et donc, on met à disposition de manière totalement gratuite des agents du parc marin auprès de divers clubs de plongée, de PMT, donc palmastuba, opérateurs de découverte. Et donc, ça se divise en 3 parties. On a une première partie où on va en fait parler aux clients de toutes les espèces qu'on peut rencontrer dans l'eau, comment on les comment on les identifie, quelles sont leurs biologies, etc. Ensuite, les personnes partent à l'eau. On les aide ensuite à renseigner leur observation sur notre plateforme. Et puis ensuite, on discute de où on rencontre le plus telle et telle espèce, pourquoi, etc. Et ça, on voit que ça fonctionne très bien, parce que forcément, ça permet aussi aux opérateurs de ramener une clientèle nouvelle. Et puis, on crée du lien d'une manière différente.
On essaye aussi d'impliquer les opérateurs dans des actions de protection, donc notamment dans le réseau d'échouage des mammifères marins et des tortues marines, étant donné qu'ils sont souvent sur l'eau, en fait, finalement, ils ont un vrai impact. Ils peuvent vraiment nous aider à sauver ces animaux-là. Et puis, comme vous le savez sûrement, le cyclone Chido est passé à Mayotte en décembre dernier. Donc, il y a eu évidemment beaucoup de dégâts qui ont été faits sur la barrière de corail. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup d'opérateurs, en fait, de clubs qui souhaitaient vraiment pouvoir participer à la connaissance de l'impact du cyclone Chido et pourquoi pas aussi à la restauration de ces récifs. Et donc là, on est en train de travailler avec eux pour que chacun puisse suivre une petite station là où ils vont souvent, et pouvoir suivre l'évolution de la régénération du récif. Et je terminerai donc sur la photo de droite. Donc voilà, Tiono, c'était plutôt la photo de gauche. On voit les plongeurs qui reviennent à l'eau et qui nous disent quelle espèce ils ont rencontré. Et puis à droite, c'est la partie plutôt sensibilisation via le sport. C'est-à-dire qu'à Mayotte, on se rend compte que finalement, il y a peu de personnes qui sont vraiment tournées vers le milieu marin. La seule manière d'être tourné vers le milieu marin, ça va être la pêche à pied ou la pêche embarquée. Mais finalement, voilà, on est encore, c'est pas très ancré, disons, dans la culture. Et donc, nous, on essaye de développer d'autres moyens de se tourner vers ce milieu-là, en s'appuyant sur des associations locales et en montant des événements. Donc là, à droite, vous voyez, c'est une course de pirogue pour pouvoir valoriser l'utilisation de la pirogue. Et puis, on travaille aussi avec des associations qui travaillent plutôt sur la mangrove pour effectuer des sortes de Pékin Express dans les mangroves et en apprenant avec différentes épreuves qui sont à la fois sur la connaissance culturelle de la mangrove, parce qu'il y a un vrai aspect culturel à Mayotte lié à ces écosystèmes-là, la connaissance aussi scientifique, et puis une partie aussi de course dans l'eau en canoë ou en pirogue. Voilà, je crois que j'ai fait 5 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Du coup, comme j'affichais le diapo, j'ai pas trop vu s'il y avait des questions. Non, j'ai pas l'impression. Comment ça s'écrit, mais je sais pas à quoi ça faisait référence, malheureusement. Donc, Benoît Galinou, si vous voulez préciser votre question, on pourra y répondre par le chat. Bah, merci beaucoup, Apolline. Je vous propose du coup qu'on passe au Glénan avec Céline Ozzy. Donc, bonjour à tous et à tous. Je vais vous présenter le programme d'éducation à l'environnement maritime de l'école de voile des Glénans, un programme qu'on appelle l'école de mer et qui vise à faire mieux connaître l'environnement maritime pour mieux le protéger. Voilà, je suis chargée de mission environnement au Glénan. Donc, l'association est présente en France sur 5 bases nautiques, 3 en Bretagne et 2 en Méditerranée, et regroupe environ 19 000 adhérents et une bonne centaine d'encadrants bénévoles chaque année. Donc, ce programme École de mer est à la croisée des valeurs de l'association, de son histoire et des enjeux d'aujourd'hui pour demain. Donc, l'association Les Glénans a été créée en 1947 par 2 anciens résistants. Et elle avait à cœur, et on le retrouve dans les statuts, de faire mieux connaître le monde marin, c'est comme ça qu'ils en parlaient à l'époque, et de le protéger. On retrouve des traces de cet engagement dans les revues Glénans qui paraissaient dans les années 50 jusque dans les années 80, au travers d'articles très variés sur des thèmes comme l'érosion marine au Glénan, le fou de bassin, les barges et les courlis. Un autre moment important est la création de la carte de progression de la Fédération française de voile. Et l'association Les Glénans s'est beaucoup impliquée au moment de
la formalisation de cette carte de progression, notamment sur les items qui ont trait à la découverte, enfin à la progression sur le sens marin et l'environnement. Donc voilà, vous pouvez voir ici que ces items sont présents aux 5 niveaux d'autonomie des pratiquants de voile. Voilà, ça va de ramener ces déchets à terre jusqu'à la connaissance des espèces, du patrimoine maritime et des métiers de la mer, et bien sûr les règles d'accès et de préservation des sites. En 2013-2014, l'association a souhaité redonner plus de puissance à ce volet du projet associatif qui est l'école de mer. Et nous avons fait une petite enquête auprès d'adhérents, de stagiaires et d'encadrants. Et cette petite enquête nous a montré que les personnes, notre public était intéressé par ces aspects-là, mais globalement se sentait peu compétent par rapport à ces items de la carte de progression et qu'il y avait une certaine aussi résistance par rapport aux éco-gestes, en tout cas que c'était un sujet clivant dans le sens où ça stigmatisait un petit peu les comportements ou les pratiques des personnes qui pratiquaient déjà la voile. Ainsi, on a développé. Hop, je n'arrive pas à faire passer ma diapositive, je ne sais pas pourquoi. Tac, que se passe-t-il? Essaye de cliquer ou la molette ou les touches du clavier. Ouais. Ah oui, ça y est. C'est bon. Et, bon. Et nous avons du coup démarré en 2014 ce qu'on appelle le programme École de mer. Donc l'objectif est de faire découvrir l'environnement maritime au cours des stages de voile qu'on propose au Glénan pour permettre à chacun et à chacune d'adapter ses pratiques de façon autonome. Donc, on a mis en place des formations de nos moniteurs, monitrices de voile au travers d'un fascicule, le guide environnement des Glénans, qui a été développé pour chaque base nautique, au travers aussi de stages de formation, courts ou longs, et puis aussi par des actions directement auprès des stagiaires, donc des séances de découverte ou d'approfondissement, car les stagiaires d'aujourd'hui sont nos moniteurs, monitrices de demain. Ça nous peut pour essayer d'accélérer un petit peu l'acculturation. Voilà, en termes de moyens, on a cherché à valoriser au maximum nos équipes bénévoles et salariés locales, notamment en les associant aux créations des guides environnement. Voilà, on a à cœur de proposer une découverte basée sur l'émerveillement et sur la pédagogie active. Et puis, on a recruté des animatrices environnement dédiées à l'animation de ce programme pour chaque base nautique. Alors aujourd'hui, ce programme École de mer, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes à développer nos outils de travail. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à Marseillan, a été créée une cabane environnement qui permet d'accueillir les animations environnement proposées aux stagiaires et aux moniteurs et aux monitrices. Et puis aussi, par exemple, des catalogues d'activités découvertes de l'environnement avec les outils pédagogiques associés. Là, on propose aussi des séjours dédiés où la découverte de l'environnement prend plus de place, comme des classes de mer qu'on propose aux groupes scolaires des lycées et des collèges. Et puis, nous avons monté une formation qualifiante
pour nos animateurs et nos animatrices environnement au travers d'un BPGEPS éducation à l'environnement vers un développement durable qui est dispensé au centre de formation des Glénans à Concarneau. Donc, je pourrais répondre aux questions à ce sujet si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez retrouver ces différents éléments sur notre site internet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat. En quoi consiste la formation qualifiante et qui sont les cibles? Est-ce que c'est uniquement la voile? Alors non, c'est pas donc c'est une formation. Alors en fait la petite chose qu'il faut savoir, c'est que là il y a une réforme de ces formations BPGEPS. Donc précédemment on était sur une formation BPGEPS éducation à l'environnement vers un développement durable. Là on va basculer sur une formation BPGEPS animation généraliste que l'on peut colorer. On a de la latitude en fait pour la colorer et donc en fait ça va revenir au même. Donc ça va plus s'appeler pareil, mais ça formera bien au métier d'animatrice environnement. Donc les écoles de voile ne sont pas les seules cibles. On a eu des apprentis, donc elle se fait en apprentissage. Ce sera maintenant sur 1 an et demi. Donc 2 saisons, et les stagiaires sont apprentis. On a eu par exemple des apprentis dans des parcs animaliers, d'autres écoles de voile que les Glénans. Mais c'est sûr que c'est quand même adapté à des structures qui ont un rythme saisonnier. Voilà, la partie formation se fait l'hiver pour être disponible dans les structures d'accueil au printemps et l'été. Il y a une question sur la possibilité d'une formation, enfin de faire cette formation à distance, notamment depuis la Guyane. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiques dehors. Donc par contre, peut-être que en Guyane, il existe des formations de ce type-là. Ok. Et une autre question, vous avez indiqué que les sensibilisations aux éco-gestes étaient clivantes auprès des éducateurs. Est-ce que les contenus ont donc été réadaptés? Et si tu peux répondre relativement rapidement, si possible. Oui, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas parti, par ce biais-là. On est plus, l'idée, c'est plus de dire, on va vous faire découvrir les richesses de la nature, et puis, par exemple, des herbiers de zoostère. Et puis, finalement, à la fin de séance, nos stagiaires vont nous dire, ah d'accord, alors d'accord, c'est des réservoirs de biodiversité. Mais alors du coup, quand on jette l'encre, on abîme tout. Et là, oui. Et du coup, on va pouvoir diffuser les éco-gestes, mais on va pas avoir, on prend les choses dans l'autre sens. Voilà, ils arrivent après et sur demande. Voilà. Ok, et une toute dernière question. Alors, c'est pour moi, pour ma bonne compréhension. Après ce BPGEPS, il est possible du coup d'être moniteur au Glénan, même du coup en ayant un BP qui est sur l'animation, derrière de pouvoir faire de l'apprentissage de la pratique sportive. Ça permet de faire les deux en même temps? Non. Non, non. C'est 2 diplômes différents. Le BPGEPS éducation à l'environnement, donc animation, permet d'encadrer des gens à terre. Oui, d'accord, ok. C'est ce que je pensais Voilà. initialement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à l'intervention suivante, qui est donc Frédéric Dimeglio pour la plongée. Merci beaucoup, Céline. Merci, Colin. Je te laisse prendre Ah la oui. main pour mettre Oui. les diapos. Tout à Donc, fait. sport et biodiversité au travers de la Fédération française d'études des sports sous-marins, dont je suis le président depuis 2021. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre... Alors, c'est la dernière diapo. On va repasser à la première. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre ADN, je le dis souvent. Déjà, donc, voilà, c'est la bonne, merci. En 1948, dans nos statuts, existait cette notion justement de développer la connaissance et la sensibilisation du public à la protection de l'environnement.
c'est vrai que les sports de nature entretiennent cette relation toute naturelle avec, je dirais, l'humain au cœur de la nature. Il y a un moment très important pour nous, ça a été quand il y a eu le Grenelle de la mer 2009-2010. On y était, moi j'y étais à ce moment-là. Et une phrase que souvent on utilise, c'est celle qu'avait fait l'ancien ministre de la Transition écologique, Borloo, qui disait que grâce à la Fédération française Études et Sports Sous-Marins, on reconnaissait enfin les fédérations sportives, non pas seulement comme usagers, mais comme acteurs. Et c'est fondamental je dirais, dans ce chemin, parce qu'être acteur, c'est pouvoir mieux faire avancer les choses et être mieux reconnu par les institutions pour les faire avancer. Donc tout ça, c'est par conviction, par passion, par responsabilité sociétale. Hein. Vraiment, donc, une fédération très engagée depuis très longtemps. On va passer à l'image suivante, s'il te plaît, Collard. Alors, dans l'image suivante, on va aborder des éléments. Vas-y, Collard, je te laisse mettre l'image suivante. Voilà. Non, pardon, c'est moi qui ai eu une erreur. Bon, voilà. Un peu mieux les relations avec les institutions concernant justement cette réflexion sur la protection de l'environnement et justement sur l'importance de la biodiversité. Donc le Grenelle de la mer, dont j'en ai parlé tout à l'heure, était un moment clé pour nous, avec des actions valorisées, puisqu'on était dans le COPIL, justement, sensibilisation des publics. Tout ceci a abouti d'ailleurs, je dirais, à la stratégie nationale mer et littoral, dont on est à l'heure actuelle à la deuxième version, hein, pour 2024-2030. On a eu des relations très étroites avec l'Agence des aires marines protégées, puis après tout ça, bien sûr, c'est arrivé avec l'Office français de la biodiversité qui a pris la suite, des relations étroites avec le Muséum national d'histoire naturelle. On a pu, en 2021, être auprès de l'Office français biodiversité, être la première fédération reconnue partenaire engagé pour la nature. C'est quelque chose d'important, qui était donc la suite un peu des travaux qu'on avait pu faire avec l'Agence des aires marines protégées, et c'est en partie grâce aux sciences participatives que je vais aborder tout à l'heure que cette notion de partenaire engagé pour la nature a pu avoir lieu. Aussi, on est membre de droit depuis 2022 de l'UICN, hein, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, pour la partie France. Toujours pareil, pour ces raisons, je dirais, d'implication dans l'environnement, en particulier grâce à nos sciences participatives, des relations avec l'IFRECOR concernant les récifs. Dans les notions particulières, il faut savoir qu'on est membre du Conseil national de la biodiversité depuis 2017. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, ça montre bien notre implication avec les institutions dans cette réflexion sur l'environnement et sur la protection de la biodiversité. On va prendre sur l'image suivante, on va développer la partie sciences participatives. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est mieux reconnu par les organismes scientifiques. Hein. Je veux dire que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de Doris, qui existe maintenant depuis 2002, qui au départ était un peu ignoré par les scientifiques, mais qui depuis plus de 10-15 ans est reconnu maintenant par les scientifiques, qui ont souvent, je dirais, se servent de Doris comme moyen, je dirais, moyen fondamental. Il faut savoir que Doris, donc, c'est un site participatif, hein, sur une plateforme. Il correspond donc à des données d'observation pour la reconnaissance et l'identification de la faune et de la flore. C'est donc l'identification de tout ce qui est espèces végétales et animales, aussi bien en milieu marin qu'en milieu dulcicole ou douce. Il y a à peu près 5500 fiches espèces, hein, qui existent donc sur ce site participatif, 30 à 35 000 photos. Il y a à peu près 1000 contributeurs qui permettent de participer à la rédaction de ces fiches, qui sont étudiées ensuite par un groupe issu de notre Commission nationale biologie et environnement et qui sont, je dirais, aussi visités par le Muséum national d'histoire naturelle, avec un partenariat qui est renouvelé régulièrement avec eux. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. En particulier, on est le deuxième contributeur, le premier étant la Ligue des oiseaux, sur l'inventaire national du patrimoine des espèces, hein, du patrimoine naturel. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Il y a une reconnaissance maintenant internationale, puisque j'ai signé l'an dernier avec la Confédération mondiale des activités subaquatiques, justement, d'une reconnaissance qui permettait de diffuser ce site participatif à une échelle beaucoup plus internationale. Deuxième type de science. Alors, si ce premier site est un site maintenant qui a vraiment pignon sur rue, il faut savoir qu'il y a 100 000 visites tous les mois. Hein. C'est donc quelque chose d'assez solide. Deuxième élément, qui est une autre science participative beaucoup plus récente, hein, qui a été créée au moment de, je dirais, en juin 2020,
qui là est par contre un carnet de plongée naturaliste, qui est donc un outil naturaliste d'observation des milieux subaquatiques, qui permet de créer des datas d'observation à un instant T, à un moment donné, donc un jour donné, à une profondeur donnée, telles espèces ont été observées. Donc c'est un outil qui intéresse beaucoup, je dirais, le muséum, en particulier le Patrinat, qui permet effectivement de faire des recherches de suivi d'espèces invasives. Donc c'est quelque chose où on apporte effectivement une vraie plus-value. Donc cet outil naturaliste, c'est donc un carnet de plongée avec deux versions, une version plongée pure et une version vraiment naturaliste, où on peut intégrer des photos dedans et on peut avoir à ce moment-là en relation le premier site dont je parlais tout à l'heure, le site Doris, et qui permet de préciser une espèce quand on a un doute entre deux espèces qui pourraient se ressembler. Voilà donc les séances participatives qui ont permis en partie d'être reconnues au niveau de l'Office français de la biodiversité. On est en train d'ailleurs de refaire avec eux, je dirais, un nouvel engagement pour devenir partenaire engagé pour la nature à nouveau pour la nouvelle Olympiade. Dernière image, on va aborder alors cette notion un peu particulière. Bon, on parle de l'UNOC beaucoup en ce moment. Il faut savoir que dans le cadre de 2025 Année de la mer, on a été labellisé La mer en commun pour un projet qui était la réalisation d'un clip, justement un clip de 4 minutes sur les engagements de la fédération sur la biodiversité et aussi sur la santé. Vous allez comprendre pourquoi je mets vraiment ces deux mots en association, biodiversité et santé. Ce clip va être d'ailleurs projeté à l'UNOC au niveau du pavillon La Baleine le 5 juin, puisqu'on a une conférence que je vais être amené à animer avec un autre partenaire de la fédération pour une partie, donc, on va dire, en mixant la partie santé et la partie biodiversité. C'est important, c'est que cette notion, je dirais, plongée, biodiversité, santé mentale, elle répond à deux des ODD, des objectifs de développement durable des Nations Unies, hein, qui sont affichés là sur les diapositives, tant la santé que la vie aquatique. Et pour nous, c'est une relation très forte, donc en phase avec l'UICN, donc cette Union internationale de conservation de la nature, qui a évoqué cette notion d'importance de One Health, une seule santé. Donc c'est pour nous une seule santé sous l'eau, grâce à la biodiversité, la relation entre la biodiversité et la santé. C'est-à-dire que la biodiversité, et ça, je suis en tant que médecin, j'en suis profondément convaincu, le fait d'avoir des contacts avec de la biodiversité, plus on a des contacts avec la biodiversité, plus on améliore son bien-être mental. C'est une réalité, hein, qui a pu être prouvée en terrestre, qui n'est pas prouvée pour l'instant en milieu aquatique, mais le milieu aquatique offre des relations beaucoup plus étroites et beaucoup plus proches et beaucoup plus diverses avec la biodiversité que je dirais, l'environnement terrestre. Et donc, il y a eu un projet que l'on a monté et qui a été accepté en 2025. C'est un projet européen qui s'appelle Erasmus Jeunesse européen, donc avec une coopération avec la Belgique, l'Italie et Malte, qui mobilise les enjeux liés au sport santé, au sport de nature, et dont le titre est les bienfaits de la plongée sur la santé mentale des jeunes, puisque c'est le thème jeunesse, donc des adultes jeunes. Donc c'est une étude qui va se dérouler sur 2 ans, qui se terminera par une sorte de conférence européenne qui aura lieu probablement en janvier 2027 à Paris. Voilà à peu près, mais c'est important parce que je voulais terminer cet entretien sur biodiversité et sport par la notion de santé, hein, santé apportée par le sport, ça on le sait tous, mais santé apportée grâce à la nature et au contact de la biodiversité. C'était le message final qui me semblait important de vous apporter. Merci. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a eu des questions. Je vois que David Ronté a mis pas mal de ressources depuis le début. Merci David. Voilà. Ça m'a l'air bon, pas de questions spécifiques. C'est vrai que je vois vraiment des liens avec ce qui a été dit par Apolline aussi, avec Oui. les PNM, quoi. Comment on peut faire pour qu'il y ait de la science participative qui puisse se mettre en place sur le maximum du territoire français. Merci pour cette intervention. On en a une dernière, donc François Joliveau. François, si vous pouvez, je ne vous vois pas. Voilà, je vous laisse la main, vous me dites quand je change. D'accord, ok. Bon, bonjour à tous. Quand Monsieur Desfontaines m'a proposé d'intervenir,
D'abord que je remercie pour cette prise de considération. J'étais un peu embêté parce que en fait je venais de recevoir, et ça commence mal, un avis de non-recevoir de la démarche qu'on avait entreprise au niveau du département, donc un peu compliqué. Et mais quand même cette demande d'intervention aujourd'hui m'a permis un peu de reclasser certains éléments qui m'apparaissent importants dans le thème retenu, autrement dit la réutilisation des bateaux épaves, du moins ce qui était présenté comme étant des épaves. Donc une rapide présentation. Donc François Joliveau, je suis l'ex-président du comité départemental de voile de la Somme. Je suis actuellement vice-président du club de voile d'Amiens, qui s'appelle Amiens Voile, voilà. Et puis, je suis le vice-président du GDOS de la Somme, chargé de la professionnalisation et des sports de nature. Et donc, j'évoquerai beaucoup les bateaux, mais bien évidemment, et ça a été cité juste précédemment, mes commentaires et mes questionnements peuvent concerner l'ensemble du matériel nautique que nous pouvons utiliser. Je pense aux kayaks, aux pirogues, très belles pirogues. Voilà. Et donc la petite présentation d'aujourd'hui est en fait une réflexion ou une accumulation de réflexions ou de questionnements concernant cette notion de bateau épave, que j'appellerais peut-être plutôt des bateaux peu utilisés. Alors, certains de mes commentaires vont peut-être être dissonants par rapport à des formulations qu'on peut trouver au sein de nos fédérations par rapport au matériel neuf, attractif, paraît-il. Donc, ces réflexions, bien sûr, n'engagent que moi, mais je vous remercie à l'avance pour votre bienveillance, pour essayer de chercher à ouvrir peut-être des questionnements. Voilà, c'est tout. Et puis, je voulais aussi, avant de commencer, saluer les initiatives déjà prises dans l'ensemble, dans de nombreux clubs et de structures, et la preuve avec ce qui a été dit précédemment, et puis aussi essayer de s'inscrire dans le fait de trouver des liens avec tout ce qui a déjà été évoqué, et au fur et à mesure des interventions précédentes, j'ai déjà trouvé un certain nombre de liens qui vont peut-être être pas en redondance, mais en adéquation ou en résonance plutôt. Donc, il me paraissait important tout de suite de commencer par une définition sur le mot épave. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette définition, alors certes, il y avait une définition purement administrative, que je n'ai pas, mais qui existe, mais qui m'apparaît quand même beaucoup plus humaine que ça en a l'air. En l'occurrence, l'état des bateaux, qu'on pourrait considérer comme épaves, évolue énormément en fonction des capacités, des motivations humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont en face de ces bateaux, et des moyens matériels et financiers qu'ils sont susceptibles de remettre, voilà, pour remettre en navigation sécurisée le bateau, la coque et son gréement. En l'occurrence, on connaît tous des chantiers de restructuration ou de bateaux assez importants, des gréements historiques qui nécessitent un engagement humain et un engagement financier non négligeable. Eh bien, on aurait pu considérer à la base ces bateaux comme des épaves et donc peut-être les détruire. Et en fait, il a fallu des hommes et il a fallu aussi des moyens pour pouvoir refaire en sorte que ces épaves
renavigue. Et ça me paraît essentiel à préciser. Donc la définition d'épave, elle est extrêmement évolutive et extrêmement humaine, en quelque sorte. Tout dépend de la relation qu'on peut entretenir avec ces fameuses épaves. Faudrait peut-être revenir sur celle d'avant, pardon. Alors, ce n'est pas, et là, je fais référence aux écoles de voile que je connais bien. Les épaves, ce ne sont pas des bateaux sales. Voilà, tout simplement, parce que dans certains milieux, on pourrait considérer que des bateaux sales sont des épaves, hein, oui, des bateaux verts, ou voilà, moisis, ou des bateaux pleins d'eau, ou de feuilles mortes, simplement. Un vieux bateau non plus n'est pas une épave, un bateau abandonné n'est pas une épave, ou un bateau abîmé peut être évidemment réparé. Alors, il y a des limites, évidemment, à cette impulsion. C'est la transportabilité de l'épave. Et là, l'expérience montre que si on n'arrive pas à transporter l'épave ou le bateau pour le mettre dans des lieux sécurisés pour pouvoir y travailler sereinement, eh bien, ça devient bien compliqué. Et puis, l'autre chose, c'est le rapport entre le temps de navigation réel, et j'insiste là-dessus parce que il ne faut pas négliger son temps de navigation, me semble-t-il, qui est essentiel, et le temps de travaux. Et il y a sûrement un équilibre à trouver, un équilibre à trouver pertinent et encore une fois très personnel. Voilà, alors diapo suivante. Les bateaux épaves sont souvent dans nos parcs à bateaux, et moi je propose quand même que nous observions les bateaux et les personnes souvent présents dans les parcs à bateaux. Cette relation entre les personnes et les bateaux m'apparaît extrêmement importante dans les prises en compte de cette réutilisation potentielle. Donc la première chose, c'est quand on regarde les bateaux, c'est la réelle utilisation du propriétaire. Alors en termes de temps, en termes de programme de navigation, voilà, la réelle utilisation du navigateur m'apparaît à prendre en considération. Il y a trop de bateaux caravanes, me semble-t-il, dans nos ports de plaisance et dans nos parcs à bateaux. Des personnes qu'on rencontre, ce que je les appelle souvent les déambulateurs, des gens qui cherchent simplement et qui n'osent pas peut-être rentrer en contact avec nos structures. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on voudrait le laisser croire, et il est quelquefois intéressant de se placer dans une position de réelle observation pour constater le nombre de personnes qui passent devant nos structures, quelles qu'elles soient, et qui n'osent pas pénétrer ou taper à la porte. Donc, pour réutiliser des bateaux, il y a peut-être là des clients qui passent et qui nous échappent quelque part. Et puis, c'est la même chose pour les adhérents bénévoles potentiels. Encore une fois, cette notion d'accueil ouvert, c'est-à-dire pas sur l'entre-soi qui est quelquefois caractéristique de clubs où les affinités se forment, certes, où la technicité est forte aussi, cet accueil ouvert, c'est un accueil qui reste à la disposition et vraiment à l'ouverture de la structure, mais une réelle ouverture, pas de l'entre-soi en quelque sorte. Alors bien évidemment, on connaît, et pour les gens, les structures qui l'ont déjà pratiqué le savent bien, il est bien clair que nous sommes aussi dans des actions d'insertion et d'inclusion, alors d'insertion sociale, parce que quand on a envie de partager, il faut donner les moyens de partager, et on sait que nos activités peuvent coûter un petit peu cher, hein, dans les budgets familiaux actuellement, où les budgets, tout pèse actuellement. Et puis, il y a une notion de partage aussi, ou de prêt de matériel, qui m'apparaît aussi importante à remettre en œuvre.
Et puis, quelque chose qu'on oublie aussi, qui a été un peu, me semble-t-il, valorisé à un moment et qui est un petit peu négligé maintenant, c'est la formation et en particulier dans l'entretien et dans les réparations des dispositifs qui concourent à nos activités. Voilà. Ça paraît simple de sortir sa trousse à outils, ben ça l'est beaucoup moins, me semble-t-il, actuellement. Et puis la mutualisation, important, il y a beaucoup trop de matériel qui n'est pas utilisé dans les clubs et il se peut très bien que à l'échelon d'un département, voire d'une région, voire peut-être plus grand encore, un échelon plus grand, eh bien, on puisse distribuer ce matériel non utilisé à une structure ou à un club qui l'utilisera. C'est le cas dans le département de la Somme, par exemple, où on a récupéré un certain nombre de dériveurs et qu'on essaye de remettre en état. Voilà, diapo suivante. Merci. Juste pour information, on a pas mal dépassé le créneau des 10 minutes, enfin 5 minutes plus 5 minutes de questions. Donc, si vous pouvez faire un tout petit peu plus court pour les 2 dernières diapos. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Alors bon, on va simplement, il y avait un petit comment dire, petite récapitulation, moi, qui me semblait important par rapport à cette utilisation des bateaux épaves. C'était le fait d'écouter effectivement les adhérents en prenant de la part des encadrants une position de recul, un peu de remise en cause aussi de son fonctionnement personnel. Pour pouvoir vraiment écouter les pratiquants, les adhérents. Par rapport au parc à bateaux, le fait de protéger et entretenir les parcs à bateaux et préserver les bateaux qui sont actuellement peu utilisés m'apparaît essentiel, même si ce n'est pas les nôtres. Donc, protéger du vent, de l'eau, etc. Aider activement et faire évoluer les situations, c'est aussi une notion importante pour l'utilisation des bateaux, c'est-à-dire aller vers les personnes pour les faire franchir des pas, pour les aider effectivement à naviguer. Valoriser, alors entretenir, nettoyer, réparer, faire le lien entre l'état de l'objet et son utilisation. Et on parle beaucoup de location de matériel. Moi, il me semble que la location doit être une location évolutive, une location active qui va vers un entretien aussi du matériel de location. Et puis, toutes les notions d'encouragement qui m'apparaissent particulièrement bienvenues pour faire en sorte que le matériel qui est sur l'eau puisse être utilisé pleinement. Voilà. Donc, une dernière diapo, je crois. Voilà. Et puis, bon, une petite conclusion, toujours provisoire dans ce contexte-là. Donc, il me semble que les dynamiques qu'on évoque dans ce webinaire sont liées à une dynamique induite par un état d'esprit. Donc, cet état d'esprit est clairement lié à des formations, à des prises de conscience de l'encadrant, donc du responsable du RTQ, de l'équipe d'encadrement. Petite chose qui me paraît essentielle, c'est de lutter contre la consommation et ses mirages. Ce n'est pas parce que le matériel est neuf qu'il est donc forcément mieux, non, pas forcément. Redonner à l'innovation un sens humaniste, c'est-à-dire que l'idée, c'est plus d'attacher à l'innovation une réflexion sur la pédagogie, sur l'accueil de nos adhérents que sur le matériel à acheter forcément, et lutter contre le spectacle et le spectaculaire en revenant à des choses beaucoup plus accessibles pour l'ensemble de nos concitoyens, en l'occurrence, éviter le spectacle, ou quand il y a un spectacle qui peut être toujours intéressant, eh bien, donner la possibilité aux gens d'essayer, ça me paraît extrêmement important pour qu'il y ait ce rapport concret, direct avec nos pratiques. Voilà. Voilà, merci pour votre attention. C'était quelques petites réflexions et nous sommes toujours à la recherche d'épaves, donc de bateaux peu utilisés, pour faire en sorte de pouvoir les remettre
en état et surtout en navigation. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur De Fontaine, pour votre l'occasion d'avoir voilà, pu exprimer quelques idées. Bah, merci beaucoup et merci aux intervenants pour la qualité des interventions. Peut-être juste pour conclure, à moins que j'ai perdu mon diapo, non, il est là. Pour conclure, hop. Donc juste dire que ce webinaire, donc comme je vous l'ai dit au début, répond à un axe de travail qui est notamment la reconnaissance des compétences et de l'engagement. Et dans ce cadre, on travaille notamment avec les Open Badges Sport et Biodiversité. On a donc développé une collection, donc on invite toutes les personnes du réseau qui souhaitent valoriser des initiatives comme les 5 interventions qu'il y a eu aujourd'hui à devenir donc ambassadeurs pour faire reconnaître cet engagement. Et donc on a aussi un badge communauté qui s'adresse à littéralement tout le monde, un badge plutôt pour les pratiquants qui permet aux pratiquants de mettre des photos, de mettre des articles pour montrer leur engagement concret, et un badge pour vraiment les encadrants pour faire presque office de certification, qui reste à développer, notamment avec les encadrants en question, et qui sera prêt pour 2026. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous pour votre présence. Et donc, voilà, si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à nous les poser par mail. Et merci encore aux intervenants.